Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Autotalk Call. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Armand. Salut Armand. Et bonjour Romain, merci pour l'accueil. Ouais, écoute, je suis content qu'on puisse échanger. On échange, comme vous le savez, et comme tu le sais, avec la plupart ou un nombre important, le plus important possible, de patrons de start-up qui sont membres de l'association pour vraiment permettre à chacun de faire découvrir ce business-là. Et te concernant, on est dans un contexte effectivement de digitalisation et de bascule plus globale du secteur automobile dans la tech. Et le fait de vendre des bagnoles, on ne vendra plus des bagnoles en 2022 jusque comme on le faisait encore dans les années qui précèdent. Et c'est vrai que le point commun entre tous les clients, c'est qu'ils viennent tous avec un téléphone portable, avec un smartphone qui est connecté. Ils trouvent le point de vente, le véhicule, ils étudient le véhicule, ils comparent les offres. Vraiment, tout se fait maintenant majoritairement en digital dans tout ce qui précède l'achat du véhicule. Et je crois que tu as développé une solution qui effectivement travaille ou propose des solutions dans ce sens-là. Alors, je pose toujours cette sempiternelle question parce que qu'on soit dans l'autotech ou qu'on soit dans d'autres secteurs d'activité, dès qu'on entreprend, il faut qu'on résolve un problème. Et donc, si on ne résout pas de problème, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, quel est le j'allais dire quel est le chiffre d'affaires, quel est le problème que tu résous à travers ta solution? Est-ce que tu peux nous présenter voilà, un petit peu l'origine de cette solution-là et ce que tu proposes? Mais avec plaisir, merci, merci Romain. Déjà, merci à France Autotech pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec l'association qui a un beau dynamisme et qui nous soutient à tous. Donc déjà, c'est important de souligner quand même cette belle énergie qu'on a en France. Donc effectivement, donc pour répondre à cette première question, nous, de quoi on est parti, c'est un peu ma démarche depuis toujours. Hein. Je pars toujours finalement d'une vraie problématique métier. La problématique métier aujourd'hui, elle est assez simple, c'est que tous, je crois que c'est d'ailleurs souvent un des leitmotifs de France Autotech, c'est l'automobile va basculer dans la tech. Nous, on est absolument là-dedans. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, c'était extrêmement difficile de pouvoir avoir un environnement digital de qualité, une expérience client digitale de qualité. Et tout au départ, les premiers qui l'ont fait avaient des grosses armées finalement de développeurs, de marketeurs, de rédacteurs, de designers. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une solution IT de bonne qualité, ça nécessitait beaucoup de liquidité et d'équipe. Nous, avec EVO, en fait, on est arrivé à se positionner en disant, écoutez, ne cherchez plus, finalement, aujourd'hui, ne dépensez pas votre argent dans l'IT, dépensez-la plutôt dans la qualité de votre marketing, dans des budgets publicitaires, et nous, on s'occupe de tout le reste, en fait. Et donc, nous, comment on se positionne? En fait, on est un facilitateur et on permet de donner accès à un abonnement avec EVO, avec un abonnement à partir de 59 € et 79 € pour avoir un abonnement e-commerce. Un professionnel de l'automobile peut basculer dans l'e-commerce. Donc réellement, il y a cette vraie réalité qui est là. Tout le monde veut basculer dans le digital, tout le monde veut essayer de faire de l'e-commerce. C'est aujourd'hui pas complexe du tout. Il suffit de prendre un abonnement EVO. Voilà notre raisonnement, Romain. Écoute, j'imagine très intéressant. Alors, c'est vrai que on constate souvent que dans l'ADN, c'est un mot que tu as prononcé quand on a préparé un peu cet entretien-là, cette notion ADNI qui est très importante et on sait que chez les constructeurs, il y a l'ADN est très présent parce qu'il faut en permanence se renouveler, trouver de nouveaux modèles, de nouveaux designs, de nouvelles propulsions, de nouveaux noms. Enfin, en tout cas, il faut en permanence se réinventer. Et finalement, c'est une valeur qu'on trouve beaucoup moins dans la distribution parce que par définition, un distributeur, en fait, distribue des véhicules qui ont été développés, qui ont été conçus par le constructeur. Alors, est-ce que tu arrives malgré tout, à emporter avec toi, à convaincre, à faciliter, cet onboarding? Parce qu'effectivement, cette démarche que tu évoques, qui est qu'avant, il fallait des armées de designers, de développeurs, maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus vraiment de barrières à l'entrée au fait de digitaliser. Mais est-ce que tu identifies qu'il y a encore des barrières, on va dire, en termes de mindset, en termes de logiciel de pensée? Et comment est-ce que tu pourrais aider les autres entrepreneurs qui justement
s'apprêtent à commercialiser les solutions auprès des distributeurs, quel conseil tu leur donnerais? Alors, disons que je pense qu'il y a quand même, là, on a senti un vrai virage il y a ces dernières années et vraiment, je pense que on a une acceptation de cette digitalisation qui s'est faite récemment. Moi, finalement, j'aime bien partir d'une vieille histoire. Hein. Moi, il y a une quinzaine d'années, je vendais des voitures. J'ai mis en place les premiers postes de web sellers à l'époque. Donc, c'était chez Renault Retail Group, donc c'était une grosse entité. Et finalement, je me suis rendu compte que on était très rare. C'était très rare d'avoir des vendeurs qui avaient cet affect pour le digital. Le Bon Coin arrivait à peine à vendre ses premières voitures d'occasion. Les annonces, c'était moi qui avais choisi de les avoir. Et en fait, le marché a pris du temps pour se digitaliser et que finalement l'acceptation soit faite tant par le client que par le professionnel. Et aujourd'hui, en fait, clairement, on a une acceptation qui est des deux côtés. C'est-à-dire que quand on fait des études et qu'on voit que c'est un tiers, voire plus, de clients particuliers qui se disent prêts à acheter une voiture en ligne, que de l'autre côté, les professionnels, eux, aujourd'hui, se sont retrouvés complètement limités quand on l'a vu par le confinement. Hein, au niveau Le confinement, c'est un gros accélérateur du digital. Ouais. C'était un gros accélérateur et puis ils se sont rendus compte en fait qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils étaient complètement bloqués et qu'en fait ils étaient absolument tributaires uniquement des infomédiaires en fait. C'est-à-dire que leur seul marketing qui a existé pendant très longtemps, on parle de VO par exemple, si on se concentre vraiment principalement sur le VO, le véhicule d'occasion, on se rend compte que ils diffusaient leurs annonces sur des annonces, sur des sites d'annonces, Le Bon Coin, La Centrale pour ne pas les citer, qui permettent de générer du trafic et c'est une bonne chose. Mais par contre, leur site avait été mis de côté. Et en fait, il y a eu un retour à cette volonté d'avoir quelque chose d'indépendant et de dire, si je communique avec mon client, je lui dis, je voudrais que tu puisses prendre commande, me la bloquer, voire définir le montant de ta livraison, voire un certain nombre d'informations complémentaires, finalement, c'était impossible. Et il y avait uniquement quelques micro-pourcentages en France qui étaient capables de répondre à cette demande-là. Et en fait, ce micro-pourcentage a évolué d'un coup. Et donc, ce qu'il y a, et au-delà de tout ça, tous les autres ont compris qu'il fallait qu'ils se digitalisent et qu'ils aient une vraie relation avec leurs clients de qualité sur leur propre environnement à eux, quoi. Et ça, c'est ce qu'on propose. C'est pour ça qu'on est parti dans cette démarche-là. Et donc, nous, on a ce positionnement de proposer du coup le meilleur de l'e-commerce automobile sous forme d'abonnement. Et ça, c'est le modèle qui s'est fait en dehors du marché, qui a été fait par Shopify, par exemple, hein, si tu vois, tu connais cette technologie, Romain. Oui, bien sûr, Shopify, c'est très connu. Mais je fais un parallèle aussi, si tu veux, avec l'hôtellerie, parce que finalement, le fait de disposer de sa propre solution de digitalisation et de vente permet aussi de capter ses clients, d'avoir de valoriser en fait ses clients, donc de valoriser son fonds de commerce. Dans l'hôtellerie, beaucoup d'hôtels indépendants ont été amenés à utiliser Booking, et en fait, Booking te rendait un service au tout début, puisqu'ils se sont mis à vendre effectivement uniquement les chambres qui étaient en stock et qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et puis finalement, les hôteliers se sont retrouvés beaucoup dépendants de Booking, au Tout à fait. point que lorsque tu es amené à céder ton hôtel, tu as une difficulté à valoriser le fonds de commerce, parce que tout passe par un intermédiaire. Et donc le banquier de la partie adverse explique parfois en te disant, mais finalement, si vous vous faites déréférencer de Booking, vous perdez 80% de votre chiffre d'affaires, donc votre fonds de commerce n'a pas de valeur. Et tu te retrouves avec des hôteliers qui, en fait, opèrent des hôtels parfois avec des centaines de chambres, avec un staff incroyable, avec des coûts, des frais incroyables, et on leur explique que leur fonds de commerce a été, au contraire, malgré le chiffre d'affaires qu'ils font, dévalorisé par le fait d'avoir un intermédiaire. Donc cette notion d'infomédiaire et d'intermédiaire, finalement, peut te rendre service à court terme, mais peut se retourner contre toi à long terme. Et donc ta solution, toi, permet au contraire à ces distributeurs-là de gérer leurs clients en direct, et donc de valoriser finalement leur pouvoir d'attraction et leur travail commercial. Tout à fait, ouais. C'est une vraie culture d'indépendance, hein. C'est-à-dire que
c'est très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face et ne pas avoir conscience de la puissance des sites d'annonces, hein, qui permettent de générer vraiment de vrais trafics, de vraies transactions et de vrais commerces. C'est une vraie réalité. Mais par contre, à l'inverse, c'est de pouvoir se dire, bah, aujourd'hui, si j'ai envie de faire mon propre marketing, d'avoir des solutions innovantes, que je puisse le faire de manière indépendante. Tu vois, par exemple, nous, avec Eveo, en quelques clics, tu peux générer un code de réduction et donc tu vas pouvoir, dans ton tunnel de conversion, comme sur n'importe quel site e-commerce, soit choisir d'offrir les frais, d'offrir la carte grise, d'offrir des accessoires ou des services complémentaires. Tu vas pouvoir faire des promotions pour le Black Friday, par exemple. Et en fait, tout ça se fait en quelques clics et très facilement. Donc, il y a une vraie culture e-commerce. Et la culture e-commerce, c'est quelque chose qui permet d'avoir une volonté de conversion. Et ça, du coup, jusqu'à présent, on s'est rendu compte que la meilleure des conversions quand on était sur la partie véhicule d'occasion, quand c'est un site d'annonce, ben, tout simplement, on fait décrocher un téléphone. C'est ce qui se faisait le plus, quoi. Donc nous, aujourd'hui, je pense qu'une des plus grandes révolutions qui m'a aussi amené vraiment vers là, je l'ai souvent sorti, hein, c'est que quand j'ai fait ma première réservation d'un Airbnb chez un particulier, ou la première fois que j'ai fait ma réservation d'un Blablacar, où je me suis retrouvé dans la voiture d'un autre particulier, ben en fait, je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas décroché mon téléphone, je n'avais absolument pas envoyé de mail, j'ai fait une réservation immédiate qui s'est passée en temps réel. Et ça, aujourd'hui, en fait, dans l'automobile, on est extrêmement en retard. Et nous, avec Eveo, c'est notre volonté de pouvoir arriver à l'expérience temps réel sur les plateformes proposées à nos clients. C'est vrai que dans le digital, en tout cas, c'est très naturel pour des startups du digital d'être obsédés par le taux de conversion. C'est vraiment ce qui drive énormément, les choix de publicité, les mots qu'on emploie, les couleurs qu'on emploie, les images qu'on emploie, tout le parcours, digital en ligne est scruté à toutes ces étapes pour arriver justement à ce que dans chaque étape, on optimise les taux de conversion où tu passes d'une étape à l'autre et pour au final faire plus de ventes. Et alors je me souviens d'ailleurs d'un échange, d'une présentation de Carlos Tavares quand il a été élu homme de l'année, je crois qu'il y a 4 ans par le journal de l'automobile, qui Mhm. expliquait que quand ils ont racheté Opel, ils ont repris, en fait cette best practice qui était de dire que si tu veux qu'un distributeur vende, je sais pas 1000 bagnoles à la fin de l'année, ça veut dire que toutes les étapes qu'il y a avant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il communique peut-être auprès de 500 000 personnes pour finalement avoir tant de visibilité, tant de leads entrants, tant de conversions, tant de ventes et cetera et cetera. Et finalement on retrouve ça dans le digital. Mais avec une vision où on n'est pas au client, on n'est pas les gens au téléphone. Effectivement, on a les gens au téléphone peut-être pour des aspects, praticaux, logistiques, administratifs, mais la vente se fait véritablement, sans forcément qu'il y ait d'échanges, en tout cas, oraux, mais il peut y avoir des échanges écrits. On a des startups dans France Autotech qui font ça très bien. Je pense à Iconsilio, je pense à Meetdeal qui, arrive à closer et à vendre des bagnoles, 24/24 dans le monde entier, enfin en provenance de leads qui viennent du monde entier, grâce à cette techno-là. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, tout à l'heure, tu me parlais un peu de sport auto. Moi, j'ai travaillé quelques années dans le sport auto, dans les vainqueurs du Mans, on a ça en commun. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les différentes étapes, un peu quel est ton parcours déjà? Parce que tu as bossé en agence visiblement. Quel est ton parcours et comment tu as eu l'idée de DVO et comment tu as fait après progresser effectivement ton business? Ouais, avec plaisir. Merci Romain. Alors effectivement, moi, j'ai un cursus qui est essentiellement automobile, hein. C'est un peu, je pense que j'ai fait tous les registres, toutes les petites cases possibles. J'ai commencé par la technique avec un bac et un BTS technique, hein. Du coup, j'étais vraiment là-dedans tout à la base. Je m'étais tellement passionné pour mon scooter au départ que je me suis dit, je crois qu'en fait, j'aime trop la mécanique, ça a l'air super, je vais partir là-dedans. Bon, il s'avérait que j'étais vraiment pas un très bon mécano. Donc, du coup, au final, j'ai pris un peu de recul. Je me suis rendu compte que le commerce, c'était plus ma came. Donc, j'ai continué dans le commerce. J'ai fait l'ESCRA et une école de vente Renault avant de rentrer, du coup, pendant 5 ans en vente VO, un peu de VN, beaucoup de secteurs, un peu de magasins, un peu de parcs, etc. J'ai fait un peu de tout en vente de véhicules. Euh, j'ai eu une relation très forte avec le réseau secondaire en étant sur le secteur. C'était quelque chose d'important pour moi, cette différence entre le secondaire et le primaire. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. J'ai fait plein de choses en fait. Quand j'étais chez Renault Retail Group, j'ai proposé plein de trucs un peu innovants qui ont plutôt plu à ma direction, vu qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place un peu par le réseau. Donc, c'était plutôt cool.
Et finalement, à ce moment-là, j'ai voulu prendre un peu mon indépendance parce que finalement, j'avais mis pas mal de choses en place, mais au sein d'un grand groupe, ça manquait un petit peu de réactivité par rapport on va dire, au nombre d'idées que je pouvais avoir. Donc, je suis parti chez un indépendant. Donc, je suis parti chez un indépendant qui faisait 20 millions d'euros de VO par an à Bordeaux. Je suis parti, je suis devenu son bras droit, donc j'ai fait son marketing, j'ai dirigé les établissements, j'ai découvert aussi ce que c'était que la vie d'entrepreneur. J'ai compris un peu, parce que quand on passe de La vie, la vraie vie, la réalité. c'est autre chose, hein, c'est pas la. Alors attention, hein, c'était une très bonne école, hein, j'ai appris de très belles choses et j'ai rencontré des gens qui m'ont appris de très belles compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on se retrouve chez un distributeur indépendant, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, on peut être sur une grande stratégie marketing, mais s'il faut On se aller vend, quoi. Ouais, finalement aider quelqu'un au nettoyage pour faire une livraison, on va le faire. c'est Et clair. Ouais. ça, je pense que c'est une résilience intéressante quand d'avoir fait ça. Moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai fait franchement des choses vraiment cool. Et puis au bout d'un an, 1 an et demi, du coup, ce patron est devenu mon premier client. Donc j'ai monté mon entreprise, donc mon agence qui s'appelait AutoWeb et MyWeb, qui sont toujours en fait ces structures-là. Et finalement, donc AutoWeb en distribution automobile, MyWeb sur le reste. Et donc là, j'ai commencé la distribution. Et en distribution, finalement, il y avait des choses hyper intéressantes. Je me suis retrouvé à sortir. J'ai sorti une application pour diffuser les VO sur Facebook, Facebook, j'allais dire Instagram, pas encore, Facebook, Marketplace? YouTube, Twitter. Donc ça s'appelait Social VO. Donc Social VO, ça a permis voilà, d'exister un peu sur le marché. On a lancé pas mal de choses. Je me suis mis à travailler avec des groupes, des petites entités, des grosses entités, un peu de tout. Et, puis finalement, en fait, là, en travaillant avec ce marché de la distribution, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils me font redémarrer à zéro, alors qu'ils ont globalement tous besoin de la même chose. Et ils ont souvent besoin d'un peu plus que ce qu'ils me demandent, et j'aimerais bien leur proposer un peu plus. Et donc, à force de faire de l'artisanat à un endroit où je trouvais pas ça hyper pertinent, je me suis dit, on va le mettre un peu de côté, ce côté distribution. Et donc là, j'ai mis mon agence côté distribution un peu en stand-by. J'ai converti l'agence en 100% sport auto et donc j'ai mis mon projet digital et distribution de côté. Du coup, sport auto, j'ai continué pendant 5 ans. Je suis parti j'ai fait 6 fois les 24 heures du Mans. C'est vraiment amusé. J'ai rencontré des choses incroyables. On a bossé avec Sébastien Loeb, avec Rébellion, TDS Racing, beaucoup d'endurance. On a C'est pris une passion, hein. Quand la passion te prend aux tripes, enfin moi j'ai mais bossé quelques années aussi. c'est C'est génial, hein. vraiment un truc, les 24 heures du Mans, c'est vraiment, la quintessence, du sport auto, c'est magique. C'est vraiment, enfin voilà, on a vécu des moments hyper cool, hein, les 24 heures du Mans. Enfin voilà, j'ai des années, beaucoup d'anecdotes, hein, que c'est pas le moment et le lieu pour le raconter, mais c'était vraiment super. Donc je me suis beaucoup éclaté. Et donc effectivement, en parallèle de ça, si aussi on assure la promotion, par exemple, d'un championnat de France quand même aussi avec l'agence. Donc elle continue l'agence, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le côté distribution, je l'ai toujours laissé de côté. Et en fait, on a travaillé beaucoup en sous-marin, donc avec mes deux associés, sur un projet qu'on voulait adapter à toute la profession, avec la volonté d'être capable de répondre aux besoins digitaux d'un garagiste comme d'un constructeur, de savoir les lier les uns aux autres, de savoir les faire collaborer, de savoir brancher tout le monde digital global. Donc, toutes les formes de web services, un peu comme aujourd'hui, Payfit, Alan, Conto, ça peut se connecter. Nous, on veut que chez EVO, on puisse connecter tout. Et si aujourd'hui, on veut brancher une solution de 360, on veut brancher des tas de choses, du financement ou autre, tout se fait en quelques clics. Et donc, EVO est né et est sorti il y a 1 an de terre, quoi. Bon, bah, Voilà. très bien et on parlait tout à l'heure, dans notre, échange, d'un travail sur une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous dire de quoi est-ce que EVO a besoin? Est-ce que tu cherches à recruter? Est-ce que tu cherches des partenaires, des clients? Est-ce que tu cherches à venir, ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce que tu proposes? Est-ce que tu cherches donc tu évoquais des investisseurs? Est-ce que tu as déjà fait des levées? Voilà, où est-ce que tu en es? De quoi tu as besoin?
Alors pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds, donc on a tout fait en propre, on s'est auto-incubé en fait, avec mes 3 associés. On a fait l'effort ensemble, donc on a porté la société sur son lancement. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on a fait beaucoup de bêta testing et depuis la rentrée où on commence à scale un peu la société sans mettre trop de fonds, juste en existant et en proposant nos services. Donc effectivement, ça se développe, mais aujourd'hui, on n'a pas fait de levée de fonds. Donc on a un objectif de levée de fonds sur 2022. Donc là, on a finalisé les lourds travaux qu'on doit faire en amont. Donc là, voilà, on a enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir aller solliciter les investisseurs. Clairement, en fait, on a une volonté de faire un premier round. Donc là, pour 2022, on recherche 500 000 euros en toute transparence. Et finalement, ça va nous permettre de faire un premier step qui va nous permettre d'asseoir notre R&D parce qu'aujourd'hui, si on le souhaite, on a de la R&D pour je pense, 3 ans, même avec 10 personnes. Donc, j'exagère les choses, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on a beaucoup de visibilité sur tout ce qui existe et on veut se brancher à l'ensemble du marché. Si, par exemple, on veut se brancher aux 4-5 acteurs transport, bon, ben, forcément, il faut faire ça bien de la bonne manière. Si on veut se brancher à tous les acteurs financement, on en a déjà un gros pourcentage, mais si on veut le faire de la meilleure des manières avec de la soumission temps réel, etc., il faut aller un peu plus loin. Si on veut faire le paiement et qu'on veut faire des choses mieux que ce que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'on travaille aussi un gros projet, ça qui nous prend plutôt 2-3 mois. Et donc, en fait, toutes ces choses additionnées, j'en ai juste donné quelques exemples, ça fait beaucoup de jours de développement. Tous ces jours de développement sont nécessaires pour devenir vraiment la solution de référence e-commerce en France et en Europe à terme. Et donc, pour ça, il faut qu'on travaille dur et qu'on ait du monde, donc il nous faut de la liquidité. C'est sûr que ça reste le nerf de la guerre. C'est toujours mieux quand on a une croissance organique avec des clients qui permettent de tout financer et en même temps, parfois, si on veut pas avoir des taux de marge trop et des prix qui sont maintenus, il faut aussi parfois effectivement avoir un coup de pouce d'investisseurs pour permettre, de donner un peu cet élan, à la boîte. Alors quand on voit une solution comme la tienne, effectivement, on cherche à sensibiliser un peu les clients à comment est-ce que, soit la concurrence évolue, soit ici, comment les constructeurs sont aussi amenés à évoluer. Parce qu'on sait que les constructeurs jouent un rôle, ont une politique qui bouge beaucoup en ce moment et qui, du coup, est déterminant pour les distributeurs. Mais comment est-ce que toi tu vois, la distribution là entre 2022-2025, même après? Comment est-ce que, comment ton outil peut s'inscrire justement dans ce changement et comment tu vois, le monde de la distribution, automobile, évoluer dans les prochaines années? Bah, je doute. De toute manière, hein, toujours la même démarche, c'est celle que tu as donnée en introduction. Hein, il faut partir du besoin de l'utilisateur. Hein, l'utilisateur final, hein, c'est un conducteur. Et le conducteur, lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'expérience fluide. C'est-à-dire que quand on regarde les dernières études et qu'on voit qu'il faut en moyenne 1h10 sur un site constructeur pour avoir une réponse sur une demande d'essai, et qu'au final, pour les avoir moi-même tous testés les uns après les autres sur tous les constructeurs, on se rend compte que 90% renvoient vers le distributeur. Je pense qu'en fait, le pont constructeur-distributeur doit être accru. Et clairement, en fait, l'IT le permet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous met à disposition des web services constructeurs pour les afficher et les mettre à disposition des sites distributeurs pour que l'expérience soit meilleure, et si sur les sites constructeurs, on propose une meilleure expérience plus en lien avec les distributeurs, ben, il y aura qu'une seule personne qui sera vraiment aidée, c'est le consommateur final. Et ça, je pense que c'est essentiel et ça va se faire là dans les années à venir. Du moins, c'est ce que je préconiserai clairement à la distribution et aux constructeurs. Tu devrais même pouvoir dire, on est vendredi après-midi, je suis à Rennes, je veux essayer un 3008 demain samedi à Rennes. Je voudrais pouvoir finalement même avoir un planning de toutes les 3008 disponibles à l'essai entre 15 heures et 16 heures, entre les cours de judo et de poney de ma fille et de mon fils, pour essayer la bagnole. Plutôt que de devoir remplir un formulaire et espérer être rappelé la semaine qui suit, en n'étant même pas sûr effectivement qu'un véhicule soit dispo et que quand tu arrives, c'est pas la bonne finition, et cetera, et cetera. Donc, de la même façon que parfois, certains utilisent dans leur signature de mail effectivement un outil qui permet de prendre un rendez-vous directement, donc un outil en fait qui est connecté à leur agenda.
il faudrait même qu'on en arrive là finalement. Quand Bien tu sûr. parles de relations entre constructeurs et distributeurs, si on veut vraiment que l'expérience client soit la meilleure, il faut même qu'on en arrive là avec même avoir des photos, la finition du véhicule à l'essai et de pouvoir le booker. Euh, et, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses enfin, comment est-ce que tu vois les choses arriver? On a des constructeurs chinois qui arrivent notamment et qui disent, OK, moi, je n'aurai pas besoin d'avoir autant de concessionnaires que les constructeurs historiques ont. Je vais avoir un CRM très fort et je vais faire des essais à domicile et même de la livraison à domicile et même de l'entretien à domicile. Comment est-ce que tu vois les choses arriver dans cette optique-là? Ah, je pense que le vieux monde doit se réveiller. Je pense qu'il n'y a pas le choix en fait, hein. C'est-à-dire que quelque part ils ont absolument raison, mais est-ce que c'est quand même assez aberrant, moi je trouve, qu'on doive en arriver là pour commencer à se poser la question est-ce qu'il faut le faire? Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que là, je suis dans mon bureau, je suis à Bordeaux, je veux pouvoir faire un essai à côté et je veux pouvoir booker de manière certaine. C'est complètement incroyable de se dire qu'il faut pouvoir téléphoner, se dire qu'ils vont, la majorité des cas, nous dire venez quand vous voulez, que vous allez venir et que vous aurez une expérience qui sera médiocre d'accueil, hein, parce que alors que vous avez demandé par rapport à un créneau sur le planning, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on n'a pas le Et c'est choix. toi qui as bossé, c'est toi qui as bossé des années et des années en distribution qui en parle. C'est Ah pas, non, mais c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le métier. ah non, mais c'est une certitude. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix et c'est une évidence. Et quelque part, en fait, je trouve ça dingue que moi, j'ai pas mal d'amis à moi qui ont déjà fait travailler pour en tant qu'essayeurs pour justement des distributeurs chinois qui débarquent sur le territoire français. L'expérience, elle est correcte, mais elle est pas folle, mais elle est déjà, ce que je veux dire, elle a la démarche de le faire. Nous, aujourd'hui, on veut le faire chez un constructeur traditionnel. Bah, finalement, c'est un peu plus compliqué, hein. Là, par exemple, je viens de tester cette semaine. J'ai vu qu'on pouvait avoir la possibilité de faire un tour avec un ambassadeur sur la Lamy chez Citroën. Et finalement, j'ai trouvé ça super sympa. Et effectivement, il y avait l'air d'avoir un truc en temps réel. Bah, l'expérience a été un échec. Et donc, moi, je suis vraiment en veille extrêmement active là-dessus et je veux qu'on puisse proposer facilement à tout particulier d'avoir une expérience de ce niveau-là. Et pour cela, bah, il faut que les distributeurs l'aient à dispo et que les constructeurs acceptent de brancher tout cela comme il le faut. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on œuvre en ce sens pour que les distributeurs puissent le proposer. Et quand les constructeurs seront prêts à accueillir cela sur tous leurs dispositifs, ben, ça sera parfait parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est très intéressant et on a dans France Autotech, une boîte qui s'appelle UX2, qui est une filiale de la Squadra, qui est une agence d'événementiel, automobile, que je connais bien pour y avoir travaillé quelques années, et qui fait justement ce genre de choses, Okay. des démonstrations à domicile, jusqu'à la livraison, jusqu'à la mise en main, hein. La mise en main, en fait, est aussi une étape qui trop souvent a été sous-estimée dans l'importance de l'expérience client, la mise en main d'un véhicule. Aujourd'hui, en plus, tellement plus les véhicules sont tech, plus c'est important. Donc cette étape-là, effectivement, est très importante et c'est vrai que, quand on structure ou restructure une boîte, plutôt que de vouloir améliorer les choses, parfois on se demande même, on se dit: «OK», on aborde les choses en se disant: «Mais qu'est-ce qu'on garde?» La question, c'est aujourd'hui, que je pense que quand les importateurs étrangers arrivent, sur un marché européen, ils se disent: «Mais finalement, de quoi j'ai besoin, quoi? De quoi j'ai besoin pour vendre? De quoi j'ai Tout à fait. besoin pour avoir une bonne expérience?» Donc est-ce que je garde, cette habitude de faire des grandes cathédrales? C'est un sujet, quoi, c'est un sujet. C'est C'est peut-être pas un ça, sujet hein. c'est pas une question qu'on se posait il y a 5 ans ou 10 ans, Ouais, mais c'est une question qu'on se pose maintenant, hein, parce qu'effectivement, c'est des gros investissements. Et est-ce que le client en a besoin, quoi? Le moment émotionnel, qu'on a toujours revendiqué pour, livrer un véhicule, est-ce que ce moment émotionnel, il doit être fait dans une cathédrale? Ou est-ce qu'il peut pas être fait à domicile ou dans un mobility center, qui soit, multimarque? Je sais pas comment les choses peuvent évoluer. Moi, je suis pas devin, mais, tu as utilisé la notion d'ancien monde. C'est une notion qu'on utilise avec des pincettes parce que je voudrais moi, j'aime pas opposer l'ancien, nouveau monde. C'est un peu je voudrais pas qu'il y ait une notion, un peu péjorative là-dedans, mais par contre, il y a un vrai sujet d'évolution, de changement, de résistance au changement, et il y a une notion aussi beaucoup de, hem,
Enfin, il faut pas être orgueilleux. En fait, l'orgueil, c'est le pire dans le business. Il faut pas être orgueilleux. Il faut au contraire être obsédé par son client. Et il Alors, faut pas être orgueilleux. Romain, moi là-dessus, je rebondis parce que, en fait, quand je dis que le vieux monde doit se réveiller, c'est vraiment très tempéré ce que je dis par là. C'est que finalement, quand je parle de nouveau monde, c'est finalement des entités qui ont quand même très peu d'années d'existence et qui ont réussi à quand même inonder plusieurs marchés en construisant des voitures depuis bien moins longtemps que tout ce vieux monde dont je discute. Et qu'aujourd'hui, en fait, les recettes, on les a. Tu vois, là, par exemple, moi, j'ai une démarche. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune vendeur qui est au GNFA en train d'apprendre à vendre des voitures. Et quand je lui ai demandé, alors, et qu'est-ce qu'on t'enseigne sur le digital et l'automobile et la relation commerciale avec un client par le digital, il m'a dit, ben, on n'en parle pas du tout. Et en fait, C'est inquiétant quand même en 2021. c'est assez C'est inquiétant. généralisé. Ce que je veux dire, Romain, c'est que c'est assez global. Et en fait, je pense qu'il y a besoin tout simplement de se dire qu'on a de très très bons éléments dans les réseaux existants. Je connais que trop bien des patrons de groupes qui mouillent la chemise comme personne. Moi, je citerai aveuglément un groupe pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le groupe Chanoine, un groupe qui est dans l'Ouest parisien avec qui je travaille depuis de beaucoup d'années. J'ai travaillé avec le papa qui est décédé, qui était président du groupement des concessionnaires Renault. Aujourd'hui, c'est le fils qui a été le plus jeune concessionnaire à récupérer le bébé. Et en fait, aujourd'hui, je sais que ces grands groupes-là, ça, que ça soit un groupe qui fasse 50, 100 millions ou même 1 milliard, en fait, ce qui est certain, c'est que eux, ils ont la capacité de se réinventer. Ils ont la capacité absolue. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de les faire foncer aveuglément dans un système qui est déjà en train de péricliter. Par contre, je suis convaincu qu'on doit plutôt réinventer les méthodologies, la manière de travailler, et pas forcément tout réinventer et se dire ah ben non, ben maintenant on va faire que des hangars, une expérience digitale et on viendra tout faire à domicile. Non, Avec des façons de dark kitchen, quoi. Ouais, voilà, moi je ne suis pas du tout partisan de cette démarche Dark Kitchen. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on étoffe l'expérientiel sur les concessions, qu'on ait une démarche de se dire, bah, on va faire des concessions qui seront plutôt des lieux de vie, des lieux festifs, quelque chose qui va se passer en plus, et que par contre, tous ceux qui sont impliqués dans les concessions soient tous digitalisés dans leurs fonctions, et qu'aujourd'hui, il n'ait aucune difficulté à interagir avec l'extérieur. Et tout ça, en fait, C'est un sujet de mindset. Il faut passer d'une logique de boutiquier où tu es exactement, programmé pour attendre le client et l'accueillir, tout à à une fait. logique d'aller le chercher. Et ça, c'est effectivement très compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu dans l'automobile quand je travaillais pour les constructeurs et les concessionnaires. Et c'est vrai que c'est toujours très difficile de passer d'une logique à une autre. Sauf qu'il y a un moment, effectivement, moi, j'utilise souvent un proverbe qui dit qu'on change les tuiles d'un toit par beau temps. C'est-à-dire que c'est quand tu fais encore de la marge, c'est quand tu fais encore des profits qu'il faut enclencher ce changement. Si tu l'enclenches alors que un concurrent sorti de nulle part comme Amazon vient te ratiboiser tes marges et te faire une concurrence effrénée, c'est trop tard, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Regarde la réalité du digital, hein. Si par exemple aujourd'hui tu es partout en France, tu veux te dire je veux investir un peu et faire du Google AdWords, tu te retrouves en face de grosses machines comme Auto Hero, CarNext et Aramis Auto, et clairement ben, tu dis ah comment je fais mon beurre. Et donc au final tu vas essayer de trouver le petit positionnement qui va te permettre de ne pas être en grosse concurrence avec des acteurs qui Ouais, dépensent aveuglément des sommes. Et en fait oui. c'est valable de manière générale, en fait, que ça soit au niveau constructeur ou au niveau distributeur, les grosses entités ne doivent pas finalement venir atomiser tous les petits commerces, quoi. Ça, j'en suis C'est convaincu. aussi parce que le digital, c'est un métier. C'est un métier. Il faut arrêter de croire que c'est une mode comme ça qui passe avec uniquement des start-upers qui font ça depuis leur garage. C'est un métier, ça s'est professionnalisé. En 10 ans maintenant, il y a des spécialistes pour chaque métier. Si tu parles de Google AdWords, Google Ads, c'est un métier. Il y a des gens dont c'est le métier qui toute l'année, d'ailleurs, en plus, l'outil est toujours en permanence en train d'évoluer, pour être devant et pour avoir une bonne performance en matière de publicité et d'investissement publicitaire, c'est un métier. C'est devenu une compétence extrêmement difficile, au même titre que le référencement naturel. Et ça, effectivement, la difficulté, c'est que si tu tardes trop à basculer dans ce nouveau monde, à basculer dans ce changement-là, c'est-à-dire que tu tardes à apprendre ces métiers-là.
Tu tardes, tu retardes l'investissement, tu retardes l'acculturation, tu retardes l'apprentissage et donc tu prends du retard, tu prends du retard et donc des gens comme toi, voilà, à travers tes différentes entités, là on parle des VO, mais effectivement, à travers les agences dont tu disposes, il faut absolument basculer dans ce nouveau monde-là, au moins pour commencer à apprendre parce que, ça prend du temps. On ne bascule pas facilement et si on veut pas apprendre et qu'on tout sous-traite tout, et ben, ça veut dire qu'on ne fait plus en interne et qu'on est dépendant d'intermédiaires et il faut absolument trouver des acteurs, des bons partenaires et que chacun grandisse ensemble. Tout à fait. Ouais. Non, et puis réellement, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une sensibilité, mais je pense on a besoin de changer beaucoup de choses en profondeur. Et je partage un peu ton avis, Romain, c'est que effectivement, il y a des choses qui sont très ancrées et que il reste en fait, vu qu'il y a vraiment un mouvement global et le changement de la formule en fait, hein, la formule qui a existé depuis la nuit des temps en distribution doit changer. Donc il faut le travailler au cœur. Donc ben, pour l'instant, on va donner l'exemple avec le changement sur une partie et puis je pense que le reste viendra par la suite, quoi. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, c'était un plaisir d'échanger, Armand. Je vois que tu œuvres au quotidien pour accompagner les professionnels dans ce changement, dans la recherche de meilleures performances aussi, hein, parce que le changement n'est pas forcément que négatif. Au bout du changement, il y a aussi de meilleures marges, plus de ventes, plus de visibilité, plus d'indépendance. On est dans des rapports de force, et donc ce rapport de force, et ben aujourd'hui, c'est sur le digital qu'il se joue, pas que, mais quand même beaucoup sur le digital. Et donc, il faut y aller. Il faut oser. Voilà, il faut oser. On est Voilà, écoute, d'accord. merci encore à toi, c'était un plaisir. Et puis, écoute, je te souhaite vraiment Merci le à toi. meilleur, ainsi qu'à toutes tes équipes. Merci beaucoup, Romain. À très bientôt. Et puis, encore merci à l'association pour son soutien. C'est super. Avec plaisir. À très bientôt. Salut, À Armand. bientôt.